Bonjour à tous, merci d'être là. Le temps que les gens finissent d'arriver, que tout le monde s'installe, juste quelques mots. Donc déjà, merci beaucoup à l'Académie du Climat de nous accueillir pour ce cycle de conférences Chroniques. Donc Chroniques, c'est un collectif d'experts, de citoyens engagés dans le débat public sur des sujets variés comme la démocratie, comme l'écologie. L'écologie, donc c'est un peu le thème de ce cycle de conférences. On en aura 4 en tout. Le cycle est intitulé L'écologie à coups de marteau, interroger nos mythes contemporains pour libérer l'avenir, qui est une référence à l'expression de Nietzsche, du coup, c'était le sous-titre de son ouvrage Le crépuscule des idoles, philosopher à coups de marteau. Et dans cet ouvrage, il s'attaquait à beaucoup de mythes de son époque qui jugeait comme néfastes. Et plutôt que de les affronter un petit peu en direct, la méthode qu'il employait, c'était un peu celle du médecin. Le marteau faisait référence au marteau du médecin qui vient ausculter en fait ces idées. Et il s'intéressait surtout aux idéologies derrière ces idées qui les sous-tendaient. Et il essayait de savoir si c'était des idéologies finalement saines ou non. Et ça nous paraissait intéressant dans un climat, on peut le dire, un petit peu anxiogène, où il y a on sent une certaine fatalité, quand on parle un peu de politique ou des prochaines élections. Enfin, le climat est un petit peu tendu, et en fait, le parti qu'on prend ici, dans ce cycle de conférences, c'est de se dire que finalement, ce qui nous empêche d'avoir une vision plus détendu, d'envisager un futur souhaitable, désirable, c'est peut-être aussi les catégories avec lesquelles on réfléchit. À travers ce cycle de conférences, on va regarder. Donc on aura une conférence le 6 mars sur la monnaie et la dette, le 12 juin sur le travail et la croissance, et à la rentrée prochaine sur l'adaptation et la résilience. Et pour démarrer ce cycle, on va prendre un sujet particulièrement fort pour venir un petit peu éprouver nos imaginaires, qui est la consommation de viande. Alors pour un petit peu introduire ce sujet-là, parce qu'on est à l'Académie du Climat, ça cristallise quand même pas mal de problèmes. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est quand même un modèle technoproductiviste qui est quand même en crise. On le voit bien avec l'actualité. Qui pèse très lourd sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution de l'air, des sols, de l'eau. On a en France le problème notamment en Bretagne des algues vertes. Il y a une BD, un film, une série qui est sortie à ce sujet, des sujets d'accaparement des ressources, des risques biologiques aussi, d'érosion de la biodiversité, de rejets toxiques, de risques épidémiques, et puis aussi et surtout peut-être d'exploitation des animaux, bien sûr, en termes de souffrance, dont on verra que c'est peut-être justement une souffrance avec laquelle on a de plus en plus de mal à réagir. Et puis, une exploitation aussi des êtres humains, des agriculteurs, mais aussi des travailleurs qui travaillent notamment dans les abattoirs. Il y avait notamment un témoignage de Tiffaine Lagarde qui expliquait que le matin, dans les abattoirs, on voyait les animaux rentrer d'un côté et les migrants de l'autre. Donc c'est quand même un sujet qui cristallise beaucoup de tensions. Et pour autant, dans la société, on échoue finalement à avoir une transformation de ce modèle-là, que ce soit du côté de l'industrie ou du côté du consommateur. En termes de consommation, elle est relativement stable, voire elle augmente, avec quelques ajustements, notamment la diminution de consommation de viande rouge, de viande bovine au profit des poulets ou des porcs. Et puis ces ajustements sont quand même très largement rattrapés par les pays en développement, en plein rattrapage sur notre modèle productiviste. Et quand je dis en rattrapage, en fait, ils sont déjà en train de le dépasser. Si on prend la Chine, par exemple, l'année dernière, ils ont inauguré une méga ferme usine verticale de 26 étages, capable de confiner et d'abattre sur le même site 650 000 animaux en simultané, et tout ça avec une intervention humaine minime, puisque tout est automatisé. Donc, on a une prise de conscience qui arrive, on a des alternatives végétales, viande cellulaire, pourtant peu de changements sur les représentations, sur les pratiques.
Donc pour traiter de ce sujet, je remercie mes deux invités de venir se prêter à l'exercice. Donc Françoise Fromono, vous êtes critique d'architecture. Vous avez écrit un article « Carnorama, petit atlas parisien du meurtre alimentaire » dans le cadre de l'exposition Paris Animal qui se passait au pavillon de l'Arsenal l'année dernière et qui en fait se base sur votre travail d'iconographie, travail d'archives que vous avez mené sur la ville de Paris, des tueries de l'Ancien Régime jusqu'aux abattoirs de la Villette et au marché de Rungis. Olivier Assouli, vous êtes philosophe, vous vous intéressez particulièrement à la question du goût, vous avez écrit plusieurs essais à ce sujet, Les nourritures divines, essai sur les interdits alimentaires en 2002, Les nourritures nostalgiques, essai sur le mythe du terroir en 2004, plus récemment L'organisation criminelle de la faim, et puis Qui est la viande, logique du cannibalisme déguisé en 2021. Donc une architecte et un philosophe pour parler de viande, plutôt qu'un boucher, un éleveur ou même un militant écologiste, ça peut surprendre, mais c'est que ce qui va nous intéresser ce soir, c'est moins le débat que les termes de ce débat-là, qui conditionnent déjà un certain rapport. On va se demander qu'est-ce que la viande, ou plutôt qui est la viande, quelle est son histoire, comment ces représentations ont évolué, et on va s'intéresser aux structures matérielles et mentales qui conditionnent donc notre rapport à la viande, aux animaux et aussi donc à nous-mêmes. Merci à tous. Et du coup, pour démarrer, je vous propose, Françoise, de démarrer. Je vais démarrer. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis entrée dans le sujet viande, si on peut dire, par un biais un peu particulier qui est, comme vous l'avez rappelé, cette exposition au pavillon de l'Arsenal qui s'intéresse à l'histoire de Paris, en fait, histoire et actualité des lieux parisiens, des évolutions, des usages, des bâtiments, de la structure urbaine, etc. Et je m'étais beaucoup intéressée aux halles comme critique d'architecture, dans le cadre notamment des derniers travaux de rénovation, sur lesquels j'ai écrit 2 livres, sur les processus qui ont fait que cet endroit central à Paris est aussi central presque dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme parisien. Et c'est à ce titre qu'on m'a sollicité pour parler de ce qu'on y vendait autrefois, avant que ça devienne un centre commercial enterré. C'était, comme vous le savez, je vous en montrerai quelques images, un grand marché de gros qui nourrissait absolument toute la ville, le fameux ventre de Paris, et disons les pavillons les plus commentés par Zola en particulier, sont les pavillons de la viande, de la triperie, où étaient exposées les carcasses vendues. Enfin, toute la mythologie des halles tourne autour de cette histoire de viande, bien plus encore que d'autres denrées. Donc voilà, je me suis intéressée à d'où venait cette viande, comment Paris, ville connue pour être une ville consommant énormément depuis toujours, une sorte de grand déversoir de marchandises que le Parisien dévore plus encore que dans d'autres villes, et en particulier la viande, donc du coup les animaux, avaient-ils été invisibilisés au fil du temps, quels avaient été les lieux qu'ils avaient fréquentés, quels avaient été leurs derniers instants, quelle sensibilité humaine et animale pouvait émerger d'une enquête un peu historique sur la manière dont tout ça s'était transformé, puisqu'aujourd'hui, évidemment, la viande est totalement abstraite dans une ville comme la nôtre, mais dans une société comme la nôtre également. Le tout sur l'idée qui m'est chère, que c'est en regardant l'histoire sous toutes ses composantes, et Dieu sait si celle des animaux dans la ville, les animaux marchandises, charrient de complexité. C'est en regardant un peu tout ça, en dépliant tout ça, les lieux, les sensibilités, comme j'ai essayé les représentations aussi beaucoup, parce qu'évidemment la représentation de l'animal dans la ville, puisqu'il est invisible, est importante. Donc voilà, regardez les photographes, les peintres, toute cette histoire-là de la viande, tout ce qu'elle implique, qui permet peut-être d'ouvrir des perspectives au débat contemporain, qui pose, comme l'a dit John, et comme on va le voir beaucoup, et vous le savez, des questions complexes qu'on abordera à la fin. Donc je crois que John a souhaité que cette présentation se fasse en 2 morceaux. Donc je vais vous faire un petit rapide résumé illustré jusqu'aux années 70, 1970,
qui marque un tournant vraiment pour Paris, hein, de cette histoire du rapport entre l'animal de bouche et la ville. Et puis je crois qu'on aura vous aussi, une petite discussion sur ce sujet. Et puis dans un deuxième temps, on passera à la même chose, mais aujourd'hui, avec les changements de représentation, les changements de lieu, les paradoxes. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'images, parce que je trouve que l'iconographie est très importante, les plans, les lieux. Donc je vais essayer de faire comme ça, et puis on discutera entre les deux morceaux. Alors il faut imaginer que Paris, pendant longtemps, jusqu'au début du XIXe siècle, ce qui est quand même tout récent, quelque part, a été une ville dans laquelle les animaux et les humains cohabitaient très fortement, dans la mesure où le boucher n'était pas, comme aujourd'hui, le seul découpeur et vendeur de viande. Le boucher, la corporation des bouchers, c'était codifier un métier dans lequel le boucher allait acheter les animaux sur les marchés à l'extérieur de Paris. Il les acheminait dans Paris. Donc vous imaginez des cohortes de bœufs et d'animaux parfois dangereux qui devaient traverser la ville pour arriver jusqu'aux tueries qui étaient au centre de Paris, donc pas loin de la Seine, rive droite surtout, rive du commerce, mais un peu rive gauche, près des Halles. Et le boucher ensuite avait un complexe qui comprenait une bouverie, enfin des étables pour conserver les animaux à un moment, les tueries, donc il les tuait, il les écarissait et il les découpait, les vendait et évacuait les déchets. Enfin voilà, vous imaginez une profession complète comme ça qui a été celle des corporations. On en a quelques représentations, vous voyez, qui montrent l'animal vivant, mort, dans tous ces états rassemblés dans un même lieu. Voilà. Jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà. Vous avez, vous voyez, l'encyclopédie d'Diderot et d'Alembert, ces merveilleuses planches qui vous montrent en haut voilà, les bouchers abattant le bétail dans une tuerie, avec tous les outils que cela suppose. Les animaux sont assommés avec un maillet et ensuite saignés. Hein, il faudra attendre longtemps avant qu'ils soient étourdis pour ne pas sentir voilà, la mort, soi-disant. Donc là, vous voyez, par exemple, un plan d'une boucherie. Vous voyez, la boucherie, c'est tout ça. Hein, vous voyez ici, là où on vend, ici, là où on tue, la cour, là où on stocke les animaux, et puis ce petit filet, là, qui vous montre les entrées, et puis les caniveaux par lesquels le sang, etc., peut s'évacuer. Donc vous imaginez en pleine ville, vous voyez le tissu, ça c'est dans le 6e arrondissement actuel. Hein. Donc tout ça pose des problèmes de sécurité. Les animaux sont parfois dangereux, ils sont mal assommés, ils s'enfuient, ils encordent des passants, des problèmes d'hygiène. Et en 1810, c'est-à-dire sous le Premier Empire, on va remplacer ces tueries centrales par 5 abattoirs périphériques. C'est-à-dire que vous voyez les petits rectangles, là, il y en a 5, à la périphérie, à la limite du mur des fermiers généraux, donc du mur d'octroi de l'Ancien Régime. 5 abattoirs vont être créés, c'est-à-dire des lieux dédiés à la tuerie seulement, les animaux continuant ensuite à être transportés au centre et vendus aux halles. Hein, les halles ne changent pas de lieu. Qui sont des enclaves fermées, autant pour soustraire à la vue les exécutions d'animaux que pour les empêcher de s'enfuir. Voilà. Opérées sous contrôle vétérinaire, donc c'est le début voilà, de la résolution des problèmes d'hygiène, d'évacuation des déchets, des sous-produits animaux. Vous voyez à droite là, les petits plans, vous voyez, il y a une sorte d'organisation extrêmement presque militaire de ces 5 abattoirs, et on invente un type de lieu dédié à la mort des animaux. Le mot abattoir est un dérivé du langage des forestiers. Hein. On parle d'abattre le bois, de l'équarrir. Ce langage est à ce moment-là transféré à la matière vivante qui est celle de l'animal. Vous voyez déjà le transfert, l'appellation du type abattoir qui vient de l'exploitation d'une matière considérée comme inerte, qui est le bois, et on voit bien que tout ça se passe sous Napoléon Ier, c'est-à-dire l'inféodation de l'animal totale qui va de pair avec toute une série voilà, le code civil qui inféode la femme, l'enfant,
au mari et père, on pourrait faire des parallèles et de l'intersectionnalité assez facilement pour cette invention qui est celle de l'abattoir. Voilà quelques images, des gravures et un plan, encore une fois, vous voyez, qui dit beaucoup. Hein. On voit l'enceinte, les petits propylés d'entrée qui signalent l'institution, ça devient une institution fermée, hein, une hétérotopie, aurait dit peut-être Foucault pour animaux. Et puis, vous avez les bouveries et bergeries, donc c'est les petits bâtiments que vous voyez en haut. Et puis sur les côtés, les cours d'abattage, hein, qui sont des sortes de bâtiments à deux ailes avec une cour dans laquelle se produit cette tuerie des animaux. Donc des institutions, vous voyez, visibles, et dont il nous reste quelques photos, puisque certains de ces abattoirs, comme celui de Villejuif, hein, qui se trouvait en fait, s'appelle Villejuif, mais il était dans le 13e actuel. Vous voyez, des bâtiments très très beaux qui mélangent une espèce d'élégance comme ça, un peu classicisante, rationaliste, des soubassements en pierre, des grandes arcades, les cours d'abattage et les bouveries qui sont séparées par ces grands murs, ces grandes arcades. Donc c'est un bâtiment qui a une sorte de dignité édilitaire quelque part. Et puis ces grandes toitures, vous voyez, presque rurales. Et vous allez voir que dans les lieux qui sont dédiés comme ça au stockage et à l'abattage des animaux à Paris, on aura toujours cette ambivalence entre le côté rural et le côté plus classicisant ou plus industriel lors de la prochaine transformation. Voilà. Alors la grande révolution, ça va être une évolution de ce type vers une concentration plus grande et un nouvel éloignement du centre, avec les travaux haussmanniens. C'est-à-dire 50 ans plus tard, la ville, la croissance urbaine a absorbé les abattoirs napoléoniens. Donc le problème se pose à nouveau. Ces lieux de mort des animaux se retrouvent dans le tissu urbain. Donc Haussmann et Napoléon III, donc le Second Empire, vont continuer l'œuvre du premier. Les halles vont rester toujours au centre, elles vont être transformées, comme vous le savez. Et puis les abattoirs, alors les 5 vont continuer à vivoter, mais surtout, on va fonder l'abattoir de la Villette, énorme abattoir aux nouvelles frontières de la ville, après les annexions de 1860 de la couronne de banlieue. Et ça va être ce qu'on a appelé le siècle d'or de la boucherie, 1860-1960, qui va être ce moment où la consommation de viande va décupler à Paris et où les abattoirs de la Villette vont devenir un modèle parmi les autres inventés par Haussmann pour la capitale et au-delà. Hein, et où vont se forger ces deux fameux grands mythes, qui ne sont pas seulement des mythes, mais enfin ces deux expressions. Le ventre de Paris, donc image trouvée par Zola pour caractériser les halles, où se concentrent toutes les marchandises, et en particulier la viande, qui est abattue donc à la Villette, qui va s'appeler, dans le langage populaire, la cité du sang. Donc c'est des choses assez comme ça, qui évoquent presque le roman populaire du 19e. Voilà. Donc vous voyez à gauche les halles. On va commencer par regarder un peu les halles, qui elles ne changent pas de place. Hein. On a toujours ce grand marché central qui va se transformer petit à petit, alors que l'abattoir est une création de plus en plus industrielle et de plus en plus éloignée du centre. Donc à gauche, vous voyez les deux plans. Vous voyez les halles avant-après, Haussmann. Avant, vous reconnaissez les 3 monuments qui existent toujours, hein, la Bourse de commerce, qui est aujourd'hui la Fondation Pinault, Saint-Eustache, et puis en bas à droite, la Fontaine des Innocents. Et vous voyez comment le marché des halles avait lui aussi, comme les boucheries qu'on a vues tout à l'heure, s'était glissé un pavillon après l'autre dans le tissu existant, hérité d'une vieille histoire sédimentaire de la ville. Alors qu'Haussmann, lui, découpe dans le tissu parisien un marché avec des pavillons, chacun dédié à un type de denrée, quelque chose d'extrêmement rationnel, qui va être construit avec les moyens par lesquels on construit les gares, du fer, de l'acier, des nouveaux matériaux, qui devient une sorte de grande pompe, de pompe aspirante et refoulante, une sorte de mégastructure. Voilà, et vous voyez à droite, avant, après, le même quartier, un quartier urbain investi par une sorte de marché versus, à partir de 1857, je crois, cette grande structure métallique qui, vous le voyez, est faite d'une douzaine de pavillons reliés par des grandes galeries couvertes et qui est ce fameux ventre de Paris, cette architecture légère, vitrée, dans laquelle se distribue la viande, entre autres, mais pas que. Voilà le gros plan sur la Bourse de commerce avec les 2 pavillons en haut à droite
de la viande et de la triperie. Donc vous voyez encore une fois, toujours cette rationalisation extrême de tous ces processus d'échanges marchands qui vont de pair avec une nouvelle libéralisation du métier de boucher et du commerce de la viande. Il faut bien voir que tous ces phénomènes spatiaux, culturels, consommateurs, etc., vont de pair avec une transformation très forte de l'économie urbaine, l'économie tout court. Et voilà, on va avoir aux Halles ces images qui sont en fait assez rares, hein, de la viande ou du poisson en l'occurrence, de ces corps morts d'animaux découpés en morceaux et qui sont vendus en gros ou en demi-gros. Donc la représentation est assez importante, me semble-t-il, à étudier. Il y a énormément de choses intéressantes à développer, bien plus que je ne pourrais le faire ce soir ici, parce que voilà, l'animal ne se comprend plus maintenant qu'il est loin, il est abattu loin, il ne rentre plus dans Paris que comme voilà, des corps morts, des pièces détachées qui sont vendues au détail. Voilà. Alors voilà les cartes postales. Alors à partir des années 1900-1910, aux Halles, comme on va le voir à la Villette, c'est une autre industrie qui va prendre le relais de cette représentation de ces corps morts d'animaux. C'est celle de la carte postale, donc la photographie à échelle industrielle, elle aussi, avec sa diffusion massive, son côté souvenir, enfin tout l'imaginaire de la carte postale. Donc voilà, j'en ai mis quelques-unes, il y en a énormément. Vous voyez la présence des chevaux aux Halles, vous voyez la présence des carcasses bien rangées d'une manière très militaire, très industrielle. Et puis les photographes, qui ne sont pas des photographes de cartes postales, mais les Eugène Adjet, les Germaine Krull, des photographes souvent associés au surréalisme naissant, ou comme des proto-surréalistes, hein, c'est le cas de Adjet. Eux vont s'intéresser à l'espèce de collision iconographique comme ça entre le registre de la grande ville moderne et puis cette espèce de caractère un peu baroque au fond de ces morceaux de gigots pendus dans les halles ou à l'extérieur, et montre la présence comme ça de ces pièces, de ces corps d'animaux démembrés dans la ville comme un de ses ornements. L'ornement alimentaire, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, ornement utilitaire. Donc voilà, j'ai fait toute une recherche sur ces questions d'iconographie. Donc au fur et à mesure, encore une fois, je le répète, on va venir à la Villette, que le corps vivant des bêtes s'éloigne de la ville, qu'il est tué à l'abri des regards, loin dans des structures de plus en plus industrielles, eh bien, voilà, il apparaît dans les devantures et il est célébré comme une sorte de bizarrerie, de rencontre étrange entre la chair et la pierre, jusqu'à la fin des Halles. Hein. On voit tout le temps cette présence des carcasses qui a beaucoup fasciné les photographes. Carcasses transportées dans des chariots, pendues, encore une fois. C'est vraiment un tropisme de la photographie aux Halles. Robert Doisneau, qui a photographié toute sa vie les Halles, mais pas seulement la viande ou les lieux. Il photographie, il célèbre les métiers, les petits métiers, les fameux forts des Halles, qui portent à eux seuls des carcasses monstrueusement lourdes, qui sont habillés de blanc, couverts de sang, qui coulent des carcasses. Enfin, il y avait une sorte de fascination trouble pour toute cette activité nourricière de la ville. Vous voyez, des rencontres un peu étranges, des fiertés aussi des métiers de Paris qu'il faut imaginer dans les années 60 comme une ville extrêmement populeuse et populaire. Hein, les Halles d'aujourd'hui n'ont absolument plus rien à voir. Et jusqu'aux années 60, 69, quand les Halles vont être vidées, le centre de Paris va être vidé de sa marchandise à vendre, les carcasses vont partir à la Villette et le reste à Rungis. Voilà pour les 100 ans de ce marché central. Et alors, en parallèle, donc Haussmann, on y revient, crée les abattoirs de la Villette. Donc, vous voyez le plan à gauche, avant, après, vous voyez l'annexion des communes limitrophes de Pantin-la-Villette, etc. C'est sur ces terrains que vont être construits les abattoirs. Vous voyez à droite un gros plan un peu sur le projet de ces abattoirs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, le site va être coupé en deux par le canal de l'Ourcq. Vous voyez en bas la partie côté porte de Pantin qui est dédiée à l'arrivée des animaux et au marché, donc il reste aujourd'hui la grande halle de la Villette qui était l'ancienne halle aux bœufs.
qui pouvait contenir, je ne sais plus combien, 20 000 bœufs. Enfin, c'est une espèce de structure d'une dimension absolument gigantesque. Il y en avait 2 autres pour d'autres types d'animaux, et dont l'architecte est encore Baltard. Donc, vous voyez, une sorte comment dire, de projet complet pour le marché et l'abattage de la part d'Haussmann. Et puis dans la partie nord, vous voyez, on a séparant les 2 parties, porte de Pantin en bas, porte de la Villette en haut, les abattoirs proprement dits, donc c'est la cité du sang proprement dite. On a souvent comparé ce petit morceau de canal aux Styx, qui permettait de passer vers les enfers. Et on aura toujours cette dualité dont je parlais tout à l'heure à propos de l'architecture. Du côté du marché, on a des maquignons, des marchands d'animaux, des chevillards qui viennent vendre et acheter avec leurs grandes blouses bleues, un petit côté un peu rural, c'est là où il y a tous les restaurants, etc. Et puis de l'autre côté, c'est une véritable industrie de l'abattage de la viande, avec ses ouvriers, avec ses brigades, avec sa hiérarchie entre les différentes tâches, une grande division du travail. Vous voyez, toute l'évolution du métier de boucher et de l'abattage de la viande est en parallèle de toute la transformation des métiers complets, artisanaux, jusqu'aux métiers les plus parcellisés en termes de division du travail. On va voir tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est encore plus accentué. Pardon. Donc voilà, quelques planches d'architecture. Et les animaux arrivent, alors là c'est la révolution industrielle, donc on a non seulement les bâtiments, les grandes halles en fer et verre comme celles du marché central, mais aussi une dérivation de la petite ceinture. La petite ceinture, vous savez, elle a été créée pour relier les gares qui arrivaient de manière concentrique aux portes du Paris de l'Ancien Régime. On crée une dérivation de la petite ceinture pour faire arriver les animaux de toute la France en train. Et évidemment, on va voir encore aujourd'hui, le transport, c'est la chose la plus terrible pour les animaux. Donc, autrefois, quand ils arrivaient au centre de Paris, ils se déplaçaient en procession avec des bouviers qui les poussaient. Ils arrivaient sans doute fatigués, mais ils n'avaient pas à monter dans des trains et aujourd'hui dans des camions. Donc, le problème de la difficulté, de la maltraitance, de la perte aussi, parce qu'il y a des tas d'animaux qui arrivent épuisés, morts, ils sont trop serrés. Enfin voilà, toute la maltraitance animale et le souci de cette question va revenir. Il était apparu un peu au moment de la Révolution française, et il va revenir là, peut-être aussi pour des raisons économiques, dans le débat. Voilà quelques-unes de ces très belles planches d'architecture qui vous montrent les cours d'abattage avec cette division du travail. Et là encore, l'industrie de la carte postale va s'emparer de ces lieux dans lesquels on ne peut pas rentrer. Vous voyez, autant aux halles, chacun peut rentrer dans les pavillons de la viande. Donc il y a un côté public de cette dispersion du corps des animaux. Autant là, vous voyez les différentes actions, les animaux qui arrivent, ils sont stockés dans la grande halle, ils sont ensuite abattus, et les brigades posent hiérarchiquement dans ces cours d'abattage. Et tout ça fabrique de la carte postale qui est autant recherchée pour parler de Paris que celle des monuments. Voilà, il y a un moment quand même assez incroyable. On n'imagine pas du tout ça arriver aujourd'hui. Donc ces lieux sont interdits, normalement, sauf aux professionnels. On trouve beaucoup de cartes postales dans lesquelles on voit des enfants qui étaient embauchés en plus, des enfants des banlieues. Toute cette banlieue nord, nord-est est évidemment déjà très défavorisée sur le plan social. Aubervilliers, c'est le lieu des équarrissages, c'est-à-dire le lieu où on découpe, on brûle, on transforme en charbon, en engrais les animaux morts. Enfin, il y a une espèce d'industrie extraordinairement morbide et en même temps très célébrée, qui se développe à la Villette. Et ces photos sont absolument incroyables. Vous voyez le timbre et puis le bon souvenir écrit en haut, et qui montre ce qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, il n'y a plus que L214 qui montre des choses comme ça aujourd'hui. Là, c'est des cartes postales. Voilà, les veaux égorgés, dont il faut gonfler le corps pour que la peau se détache de la carcasse et qu'on puisse ensuite récupérer les peaux et en faire du cuir. Enfin, il y a toute une exploitation de l'animal qui va bien au-delà de la viande, évidemment. Et puis Vaugirard, donc l'abattoir du 15e arrondissement, dans lequel on continue d'abattre des chevaux. Donc, vous voyez, la viande de cheval qui est très recherchée parce qu'elle elle est sans parasites, elle est très propre, et puis qu'on ne sait pas très bien quoi faire de tous les chevaux qui tirent les carrioles et quand ils sont vieux, et bien voilà, on les abat et on les mange.
Et voilà quelques exemplaires, quelques exemples du souci qui commence à poindre, voilà, et les animaux dans tout ça, avec la démultiplication des quantités, et puis peut-être une sensibilité que le caractère de plus en plus industriel de la production de la viande ne fait qu'accuser. Vous voyez là les outils, le merlin pointu qu'on enfonce dans le crâne du bœuf avant de le saigner. Vous voyez l'invention diabolique du masque Bruno. Vous voyez ce bœuf revêtu d'une sorte de masque avec une espèce de clou sur lequel on vient taper pour être sûr que ça tapera bien dans la moelle épinière, qu'on considère comme un progrès à un moment. Enfin voilà, les instruments de torture, les instruments qui sont à la fois très artisanaux d'une certaine manière et en même temps destinés à abattre des quantités phénoménales, est quelque chose de tout à fait terrifiant. Voilà, vous voyez et vous voyez que contrairement aux abattoirs américains qui naissent à Chicago au même moment, vous voyez l'image de droite, vous voyez ces grandes machines par lesquelles, par gravité, on fait monter les cochons dans des espèces de tapis roulants, et puis ensuite ils descendent, ils sont retournés, l'être humain n'a déjà pratiquement plus rien à faire qu'à surveiller le processus, il tourne sur une roue qui les tue, qui les découpe, voilà. Les abattoirs parisiens, au même moment, sont encore très primitifs et très médiévaux, quelque part. Vous voyez l'image de ces trois malheureux là, qui s'acharnent sur une carcasse. Donc il y a cette espèce de paradoxe d'une industrie qui n'est en fait pas si industrielle que ça, quelque part. Et puis là encore, à la Villette, les photographes, toujours les mêmes, pareil, dans les années 20, les premiers surréalistes, s'intéressent à cet endroit, l'endroit du sacrifice. La Villette, c'est pas très loin de l'ancien gibet de Montfaucon, où on pendait les condamnés dans les années, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, et on a toute une iconographie de ces lieux, à la fois sinistres et sacrificiels. Georges Bataille, ça c'est une image qui a été prise par, il n'y a pas la légende, mais par un photographe qui s'appelait Élie Lottard. Il y a eu une grande exposition sur lui à Beaubourg il n'y a pas très longtemps. Et il s'est rendu dans les abattoirs et il a fait des photos pour Georges Bataille, qui s'intéressait beaucoup à toutes ces questions d'abattoirs, de sacrifices. Voilà. Donc vous voyez ces photos terribles et magnifiques en même temps, où on ne voit jamais l'acte de tuer, mais où on le devine. Vous voyez, un rouleau de peau à gauche, un morceau de moelle épinière. Enfin, il y a vraiment eu, à un moment donné, il y a 100 ans, une très très grande fascination des photographes pour saisir comme ça la capacité à la fois d'abstraction et de terrible concrétude de cet acte à travers ces signes. Ils y allaient d'ailleurs assez clandestinement, à mon avis. Et puis jusque dans les années 40, voilà, Willy Ronis, le film de Georges Franju, Le sang des bêtes. Moi, c'est un film que j'ai jamais pu regarder jusqu'au bout, mais qui est filmé dans les abattoirs. Et Georges Franju a dit qu'il était devenu alcoolique après avoir fait ce film, tellement c'était insoutenable. Vous voyez, il y a toujours cette ambiguïté. Je vous raconte tout ça parce que je pense que ça peut nourrir aussi ce rappel de cet imaginaire-là, la complexité qu'on a peut-être, nous, en tout cas moi, à penser notre rapport aux animaux de viande. Voilà. Et puis par ailleurs, vous voyez, jusque dans les années 60, ce côté un peu rural, quoi, qu'avait la porte de Pantin avec ses troupeaux, la grande halle pleine de bœufs. Ça, c'est des photos de presse plutôt. Tous mes titres ont disparu, mais c'est pas très grave. Voilà. Et les abattoirs de la Villette, les voilà photographiés à la même époque, qu'à 40, 50. Voilà, donc vous reconnaissez, vous voyez les trois grandes halles en haut, vous voyez la petite ceinture, la gare de chemin de fer qui s'appelle Paris Bestiaux, et puis de ce côté-là, plus près en bas, donc les cours d'abattage avec la rotonde des vétérinaires qui existe encore aujourd'hui. Et puis la dernière étape, et je finirai par là pour cette premier tour d'horizon, ça va être l'ultime industrialisation des abattoirs de la Villette sur leur site dans les années 60-70, avec, vous voyez, on garde les trois grandes halles et le marché, mais de l'autre côté, les cours d'abattage sont remplacés par des stabulations, des systèmes très mécanisés, très américanisés
d'abattage des animaux. Et puis à l'extrême droite, vous voyez, ces 4 grandes toitures parallèles, c'est la salle des ventes qui devait être un endroit où les animaux étaient découpés, mis sous vide, réfrigérés et envoyés un peu partout, qui n'a jamais été véritablement utilisé et qui est devenu aujourd'hui le musée des sciences de la Villette. Et ça sera au même moment où les halles vont fermer au centre. Le scandale de la Villette va éclater, la modernisation a coûté extrêmement cher, les nouvelles techniques de camions réfrigérés permettent qu'on sorte la viande de Paris ou les animaux à abattre et qu'on transporte la viande dans des conditions très parfaites. Et ça sera réellement, vous voyez, c'est assez récent, hein, années 70, la fin à la fois du marché, des abattoirs et du coup de la présence en dehors des détaillants de la viande et du corps des bêtes et des bêtes elles-mêmes dans l'enceinte de Paris intramuros. Voilà. On verra après la suite, mais je m'arrête là pour l'instant. Je pense que c'est beaucoup à digérer déjà, si je puis dire. Merci, merci beaucoup Françoise. Et effectivement, on voit bien que du coup que la violence a posé problème dès le départ finalement. Alors au départ c'était un rapport qui était finalement imposé puisqu'on n'avait pas d'autre choix que de vivre au milieu des bêtes, mais ça posait quand même quelques soucis. Vous parliez, dans votre article, vous citez Louis-Sébastien Mercier qui écrit le tableau de Paris à la fin du XVIIIe et qui écrivait « Les bouchers sont punis plus sévèrement que dans d'autres professions pour réprimer leur férocité ». Et il rajoute « Et l'expérience prouve qu'on a raison ». Enfin, les gens se méfient vraiment des bouchers et de leur cruauté. On a du mal à vivre près des abattoirs. Les bouchers, d'ailleurs, ne pouvaient pas témoigner à la cour. Dans les instances de jugement, puisqu'ils n'étaient réputés du coup pas fiables. Donc il y avait quand même une ambiguïté même à cette époque-là. Et puis vous parliez aussi de l'évolution de ce métier avec le modèle productiviste qui va surtout naître aux États-Unis, à Chicago. Qui va très vite dépasser les abattoirs de la Villette, qui étaient à l'époque les plus gros abattoirs de Paris. En 83, à la Villette, on tuait par an un peu plus de 2 millions d'animaux réunis pour une ville à l'époque qui faisait 1 800 000 habitants. À Chicago, sur une ville de 400 000 habitants, c'est plus de 8 millions d'animaux qui seront abattus et transportés. Et donc on voit là un nouveau modèle qui émerge résolument productiviste. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, Henry Ford dira que l'idée de la chaîne d'assemblage, qui donnera la Ford T, etc., il a cette idée en visitant des abattoirs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le sait pas, mais quand la première chaîne d'assemblage, c'est une chaîne de désassemblage. Absolument. Ford est fasciné de voir ces animaux qui arrivent vivants et qui partent en pièces détachées. Et il se dit, si on faisait l'inverse, je pourrais monter mes voitures beaucoup plus vite. Et avec aussi tout le sujet de ces ouvriers aussi, où le boucher qui maîtrise toute la chaîne devient ensuite juste, le métier est spécialisé en différentes tâches jusqu'à dans la révolution industrielle. Pour finir là-dessus, c'est Upton Sinclair qui écrira donc La Jungle pour décrire à l'origine les conditions de travail des ouvriers. Il décidera du coup d'aller à Chicago pour mener son enquête le livre qui sortira, qui décrira les conditions de travail dans ces abattoirs, va complètement terroriser l'Amérique au point que même Roosevelt décide de légiférer. L'anecdote raconte qu'il aurait balancé son petit déjeuner, son bacon par la fenêtre quand il a lu le résumé. Les ventes de viande vont s'écrouler de plus de 50% et il va y avoir tout un tas de réglementations qui vont être mises en place, puisque ce qui va marquer les Américains et puis le reste du monde, c'est pas seulement les conditions de travail des ouvriers, mais ce qui se passe en fait avec ces animaux. Sinclair déclara « J'ai voulu toucher le cœur des Américains, j'aurais touché leur estomac ». Maintenant, on a vu toute cette iconographie très sanglante qui tranche avec la vision qu'on en a aujourd'hui. Vous citiez Georges Bataille, qui est une de vos références communes. Je vous laisse la parole du coup, Olivier. À l'image de tout ce qu'on vient de voir, comment on pourrait définir aujourd'hui ce rapport à la viande, avec dans le contexte de, comme vous en avez parlé, de nouvelles alternatives qui émergent. Merci. Alors c'est vrai que quand vous m'avez proposé de venir ici, j'étais un peu ennuyé parce que je me suis dit que j'avais vraiment pas abordé la question de la viande. En tout cas, elle faisait pas sens pour moi du point de vue écologique.
Alors, non pas qu'elle ne fasse pas sens au plan écologique, puisque c'est, si on se réfère, comme je le fais ou comme vous le faites, à la presse, ben, on apprend que c'est une source critique d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc il y a toute une argumentation parfaitement fondée qui donne à penser qu'effectivement, il ne serait pas inutile de diminuer la consommation de viande. Or, vous l'avez dit dans votre intro, pourtant les chiffres sont assez parlants, c'est-à-dire que le végétarisme est très minoritaire, que la consommation de viande se maintient, et qu'il y a des changements de consommation, mais que la viande en tant que telle reste un produit massivement consommé. Alors voilà, maintenant si j'ai un peu bifurqué par rapport à des questions écologiques, c'est essentiellement parce que depuis le départ, depuis mon premier bouquin, je me suis intéressé aux questions de la viande, puisque quand vous traitez de la viande dans les religions, effectivement, que les législations, les réglementations, si on les appelle comme ça, visant par exemple dans le judaïsme à proscrire certaines espèces qui n'ont pas, par exemple, les sabots fendus ou qui ne ruminent pas, sont en général, c'est-à-dire que les interdictions s'appliquent aux animaux et rarement aux végétaux. Donc évidemment, ce qui nous rappelle que l'animal, pour nous au plan alimentaire, est un être sensible, d'abord sensible parce qu'il l'est pour sa part, mais sensible pour nous dès lors qu'on veut le consommer. D'ailleurs, ce qui me fait dire que je m'en suis rendu compte avec ce questionnement autour de la viande, c'est qu'au fond, si on parle d'art ou d'un autre sujet, ou du plafond ici, ou je ne sais pas quoi, ça peut rester très abstrait pour nous. L'avantage avec la viande, c'est d'une certaine manière, ça nous met tous en situation. Et dès lors que je parle de viande, en réalité, je vous renvoie en miroir à votre propre rapport à la chose, et puis avec des questions souvent sous-jacentes, c'est est-ce qu'ils en mangent, ils n'en mangent pas, etc. Vous voyez, c'est à la fois, dans ma position de philosophe, quelque chose de très abstrait, au fond, de traiter de la viande, mais c'est aussi parfaitement incarné, sans faire de jeu de mots, parce qu'on est tous, évidemment, mis sous tension par cette question, puisqu'on a tous une attitude réfractaire ou non à cet acte. Bon, il se trouve que dans ce travail que j'avais amorcé, une des questions qui était posée, c'était le processus, alors qui complète celui qui vient d'être présenté, qui est un processus consistant je me suis intéressé à la transformation, on va dire, alors je vais le dire vite et de façon schématique, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole et faire un exposé universitaire. J'ai déjà eu cours toute la journée à l'université, donc je ne voudrais pas que ça continue. Simplement, le processus, il consiste en gros à transformer pour nous humains quelque chose qui apparaîtrait comme un crime, le fait de tuer un être vivant, qui est transformé en un meurtre. Voilà. Donc le crime, évidemment, fait signe du côté de l'illégitimité, de l'illégalité. Le meurtre peut être autorisé pour preuve. Alors, autorisé, quoique discutable ou contestable. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui procèdent à des mises à mort d'humains dans le cadre de condamnations pénales, et que si vous prenez le sort des animaux, ce qui est souvent en jeu dans le débat public, n'est pas tant la question de savoir si on doit ou non manger des animaux, mais de savoir la manière dont on devra les conduire à l'abattoir et dans quelles conditions, à savoir en les étourdissant, comme vous l'avez dit, en faisant en sorte que leur souffrance soit diminuée. C'est d'ailleurs souvent l'angle sous lequel sont traitées par L214 ces questions qui ne remettent pas, on va dire, la rhétorique ne consiste pas à remettre en cause la mise à mort des animaux, ce qui en réalité est évidemment l'arrière-plan, si on change, mais consiste à remettre en cause un certain nombre d'entreprises ou d'institutions qui procèdent à des mises à mort ou à de l'élevage dans des conditions non autorisées par la loi, ce qui n'est pas exactement la même chose. Bon, évidemment qu'il y a une dimension, on peut l'imaginer, rhétorique. En tout cas, ce qui rend, au fond,
il y a un certain nombre de conditions qui rendent possible le fait quand même de finir par consommer un autre être vivant réduit à l'état cadavérique, donc ce qu'on appelle viande. Or, en réalité, le passage, une des conditions de possibilité de l'absorption d'un autre être vivant, c'est que déjà on ne le dénomme pas comme je viens de le faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le sentiment de manger un autre être vivant, on n'a pas le sentiment de consommer de la chair, au sens où la chair renvoie à l'être vivant, mais on consomme effectivement, il s'agit de consommer de la viande. Donc la viande, d'une certaine manière, c'est un processus qui s'obtient à partir de la mise en place d'une série d'opérations, qui sont d'ailleurs en partie assumées par l'abattoir. Ces opérations, on va dire, sont, comme vous l'avez très bien montré, effectivement, rendues, ont été d'une certaine manière reléguées à la périphérie, sont devenues invisibles, mais au-delà de l'invisibilité de l'abattage ou de la tuerie, il s'agit également de procéder à une série d'opérations d'éviscération, de découpage, de recalibrage, d'une certaine manière, un travail de requalification de la chair de l'animal en viande. Bon. Et ce qui, au fond, pourrait se dire autrement, c'est un travail, faire de la viande, c'est d'une certaine manière un travail de négation de l'animal, de négation, d'effacement de l'animal, où au fond, on pourrait dire dans la viande a disparu l'animal, d'une certaine manière. Alors je dis bien d'une certaine manière, parce que l'effacement n'est jamais total, en réalité. Lorsque vous passez devant une boucherie, vous avez un étal présentant des pièces de viande qu'on peut associer généralement à des préparations culinaires, puisqu'il y a une typologie des morceaux qui correspond à une typologie, entre guillemets, gastronomique. Ça, c'est un premier point. Mais pour autant, tous les signes de présence animale n'ont pas tous disparu. Alors, je pense à une chose, mais je ne l'ai pas là. Vous aviez ça doit exister encore par endroit, dans les boucheries, une sorte de cartographie anatomique de l'animal. Je vais montrer. Et vous voyez, dans ces cartographies, vous avez une sorte de plan, un peu une sorte d'urbanisation de l'animal, d'une certaine manière, où chaque de quartier, mais les quartiers sont déjà une réaffectation culturelle de l'animal. Donc, si vous voulez, dans ce processus, l'animal est d'une certaine manière à la fois éludé, mais d'une certaine manière, on rappelle sa présence. C'est-à-dire que la fonction de l'animal, d'une certaine manière, l'animal reste présent, mais en retrait. Vous voyez ? Donc, il est culturalisé d'une certaine façon. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qui m'a amené à ce questionnement autour de l'animal, c'est un certain nombre un phénomène que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui est le fait que des entreprises, qui sont en général des start-up, développent en France, mais pas simplement en France, notamment en Israël ou en Asie, des projets de viande cellulaire. Voilà, évidemment, la viande cellulaire consiste à à créer, à fabriquer de la viande à partir de cellules souches dont vous assurez en laboratoire le développement, et ça n'a évidemment rien à voir avec les substituts de viande d'origine végétale obtenus à partir de protéines, de blé ou de soja. Donc c'est absolument incomparable. Bon, il y a un phénomène assez frappant, c'est que ces projets font l'objet d'attaques, de critiques assez vives en règle générale. Au nom de choses qu'on pourrait voir chez les manifestants en ce moment agriculteurs, à savoir que c'est effectivement, si on peut produire de la viande in vitro, ou qu'on appelle, elle a énormément de dénominations, clean meat, viande in vitro, viande artificielle, fausse viande, viande cellulaire, viande de laboratoire, etc., etc. Avec d'ailleurs, vous le savez, un projet que veut initier le gouvernement, qui consiste à interdire, y compris pour la viande végétale, le droit d'utiliser le terme de saucisse ou de steak, etc., réservé évidemment, qui serait réservé à la forme authentique de la viande, c'est-à-dire une viande issue de l'animal. Voilà.
Alors moi, je me suis intéressé à la question de savoir pourquoi ça suscitait autant de résistance. Puisque si on se place, si on raisonne comme un homo economicus, rationnellement, on pourrait dire ben, la viande in vitro, finalement, c'est une solution de nature techno-industrielle à un problème écologique, à un problème de souffrance animale, puisqu'il n'y a plus de souffrance animale, puisqu'il n'y a plus d'animaux, au problème de l'agriculture, etc. etc. Bon, vous pouvez imaginer, alors je ne peux pas, évidemment, je ne vais pas redévelopper tout ça, parce que ça serait long, mais on peut voir derrière cette issue un remède. Or, en règle générale, les réactions d'opposition mettent l'accent sur la disparition du tissu rural, de l'élevage, des traditions gastronomiques françaises ou non françaises, etc. etc. Bon. Et donc ça pose une question, c'est au fond, on peut s'interroger sur le fait que ça nous oblige d'une certaine manière à réévaluer les raisons qui pourraient nous pousser à manger de la viande. Alors, on peut les énumérer, ces raisons. Il y a une première raison qui est une raison, on va dire, physiologico-diététique, qui est que, voilà, là je me contente de rapporter que la viande, effectivement, dispense à celui qui en consomme des protéines d'origine animale nécessaires à sa croissance, à son cerveau, etc. etc. Bon, je passe très vite là-dessus. Bon. Or, on sait que cet argument a été battu en brèche, notamment par le fait de pouvoir se procurer des protéines d'origine végétale, de complémenter son alimentation, etc. Donc, ça, au demeurant, d'ailleurs, dans les travaux de Jacques Derrida, sur lesquels je me suis en partie appuyé, il s'agit d'exclure, au fond, d'exclure cette justification, précisément parce qu'elle est discutable. Or, évidemment, si vous arrivez à rationaliser le rapport à la viande, vous allez dire qu'elle fait nécessité. Dès lors que vous dites que la viande ne fait pas nécessité au plan physiologique, vous devez à ce moment-là, on se doit d'expliquer pourquoi on en mange, évidemment. Puisque si on n'en mange pas parce que c'est nécessaire, eh bien, il va falloir expliquer pourquoi, quelle autre raison peut justifier d'en consommer. À ce moment-là, c'est là qu'il y a une reconfiguration, entre guillemets, de ce programme alimentaire. C'est que vous pouvez rapporter la viande, la consommation de viande, à une structure sacrificielle. Et je crois que vous avez d'ailleurs vous avez fait mention à ce terme. Vous pouvez très bien penser à un abattoir comme une sorte d'avatar d'un rituel qui est associé à l'homme de manière assez ancienne, consistant rituellement à mettre à mort un animal, comme chez les Romains, et puis vous faites ensuite une sorte de partage entre une partie des graisses sont brûlées aux dieux, puis une partie est consommée. Bon. Sauf que le rapprochement, il est quand même assez discutable pour la bonne raison que dans un abattoir, il y a effectivement une structure sacrificielle, puisqu'on met à mort non pas un animal exceptionnellement, mais des millions d'animaux de façon non exceptionnelle, on va dire. Ça, c'est le premier point. Mais d'une certaine manière, c'est ce que montre assez bien Jacques Derrida, au fond, on peut quand même préserver, on peut quand même penser l'abattoir comme une sorte de grand échafaudage, évidemment alimentaire, mais également sacrificiel. Bon. Et ce que montre, alors ça, je vais le résumer assez vite, parce que je ne veux pas non plus capter le temps de parole, et puis surtout, j'imagine qu'ensuite, il y aura des questions et que ça sera intéressant d'en discuter. Ce que montre assez bien Derrida, mais qui est soutenu par d'autres penseurs, c'est que la question de la consommation de viande, dès lors qu'elle n'a pas une justification diététique ou physiologique, devient une question culturelle qui renvoie à l'organisation intimement du pouvoir. D'où le lien historique qu'on pourrait retracer, mais on ferait le retracer avec beaucoup de prudence et sans être dans les mots d'ordre, entre le pouvoir de l'homme au sens masculin, le pouvoir énergétique que la viande est censée
conféré, hein, et vous avez montré les abattoirs de Vaugirard, effectivement, combien de textes renvoient à l'idée que le malade se soignerait à l'aide de viande de cheval, etc., qui régénère l'individu, etc. Donc il y a toute une analyse de la viande qui renvoie très étroitement à l'organisation elle-même du pouvoir et au fait que le droit de tuer et de consommer de la viande est aussi un droit de gouverner. Voilà. Alors je peux pas, ici, je ne peux pas vous faire la démonstration que j'ai faite qui prend des pages et des pages qui serait extrêmement longue, mais qui est extrêmement importante. Et simplement, je vous donne, juste fini sur ce qui peut sembler être une anecdote, mais qui n'en est pas une, c'est que Jacques Derrida dit, dans un texte, qui est un texte d'entretien, il dit la chose suivante. Il s'interroge donc sur ces liens, ce lien assez étroit entre cette solidarité entre le pouvoir masculin, le droit de gouverner, le droit de tuer, etc., dans lequel il inclut au reste la peine de mort. Et il se demande si un pays comme la France pourrait effectivement accueillir à la tête de l'État un végétarien. Autrement dit, quelqu'un dont les preuves de virilité, de masculinité, de droit de tuer, ne seraient pas d'une certaine manière données comme des gages à travers sa consommation carnée. Voilà, je m'arrête là-dessus pour pas... Merci beaucoup. Et donc, je vous propose du coup, à partir de là, de continuer, puisque on voit bien, enfin, on va bien voir à partir des années 70, c'est un pivot qui s'opère avec une viande, effectivement, comme vous le dites, de plus en plus désanimalisée, là où on arrivait quand même à avoir un rapport parfois fantasmé à la viande. On va se mettre à être dans un rapport beaucoup plus hygiéniste finalement et presque marketé aux animaux. Ben oui, alors du coup, je trouve que ce qui continue un petit peu ce que j'ai commencé, mais vient assez bien avec ce que vous venez de dire, parce que après la fin de tous ces abattoirs et de tous ces marchés et de toute cette monstration de la viande, eh bien, comme vous le savez, à Paris, on a cessé d'effacer ces lieux. C'est-à-dire, si vous prenez l'image que je vous ai montrée là de la Villette et que vous regardez aujourd'hui ce qu'il en reste dans le parc, il reste la salle des ventes, que vous voyez transformée là avec son chapeau blanc en musée des sciences et des techniques, ce qui est quand même assez intéressant comme transformation, la rotonde des vétérinaires, la porte de la Villette, et puis la grande halle aux bœufs. Donc il reste un échantillon de chaque, le tout noyé dans un parc vert et démorbidisé quelque part. C'est-à-dire que toute cette rhétorique patrimoniale qui s'attache à conserver énormément de choses à Paris et ailleurs, et qui a pendant le même temps connu une intensification de plus en plus grande. Aujourd'hui, on patrimonialise énormément de choses, presque n'importe quoi. Eh bien, elle ne s'est jamais appliquée aux abattoirs. C'est-à-dire tout le côté, le côté tragique de la fonction, un certain nombre de bâtiments, tout ça a été expurgé. Voilà, c'est vrai aussi pour Vaugirard. Alors à Vaugirard, il y a toujours les propylées avec les 2 taureaux. Mais vous voyez, il suffit d'enlever une grille, de transformer un ancien abattoir en enlevant des bâtiments et en le végétalisant, en faisant un parc public. Et du coup, pour qu'il soit plus accessible, d'enlever l'enceinte qui faisait la nature même de cet abattoir. Et les 2 taureaux qui sont assez extraordinaires, parce qu'il y en a un qui regarde vers l'extérieur, d'où il vient, la campagne, et l'autre qui regarde vers l'intérieur, où il va, la mort. Ça n'a plus aucun sens, puisqu'il n'y a plus de limite. Vous voyez ? Donc il y a eu une volonté d'emparer en tout cas, et puis à droite vous avez la grande halle de la Villette, avant, après, maintenant, halle polyvalente, culturelle, etc. Donc une transformation de la culture de l'industrie en industrie de la culture, et donc une absorption, une dissolution au fond de tout ce côté tragique, de toute cette mémoire-là, qui est d'abord celle des millions d'animaux qui ont été abattus, dans autre chose. Et la seule instance aujourd'hui dans laquelle vous verrez des animaux à Paris, c'est celle du Salon de l'Agriculture, où il y a plus de visiteurs que d'animaux. Ça a inversé la proportion par rapport à la Villette. Ce sont des bêtes de concours, sélectionnées par la génétique, avec des noms, on leur donne des petits noms.
Voilà, ces portes de Versailles, vous voyez, toujours cette idée que les animaux s'arrêtent aux frontières de Paris, et que quelque part, voilà, on a une sorte de chaîne continue entre la fête du bœuf gras, que vous voyez ici représentée par Granville, dans laquelle on prenait un bœuf gras et on le synonyme d'abondance, de fertilité, etc. Et on le promenait dans la ville, voilà, dont le salon de l'agriculture serait une sorte d'avatar, comme ça, symbolique. Voilà. Et si vous regardez aujourd'hui la carte des abattoirs en France, voilà, c'est une carte un petit peu ancienne, elle a une dizaine d'années, mais je ne crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Vous voyez comment, cette fois, la région parisienne est un désert en termes d'abattage. Il y a quelques petits abattoirs rituels autour de Paris qui sont évidemment d'une capacité très insuffisante pour nourrir une ville de 12 millions d'habitants, qui est le Grand Paris, même autour, et vous voyez que c'est la région Bretagne qui s'est spécialisée dans l'abattage des bêtes, notamment des porcs et leur élevage, bien sûr, et que, évidemment, Rungis étant à quelques kilomètres de Paris, c'est là qu'on vend les carcasses dans toute la région parisienne, eh bien, les éleveurs d'Île-de-France, les éleveurs de la tache blanche-grise autour de Paris, envoient leurs animaux en Bretagne, ils sont abattus en Bretagne, et ils reviennent à Rungis sous forme de carcasse. Donc voilà, on commence à toucher du doigt le bilan carbone de la viande qui, outre l'élevage, le méthane, enfin tout ce qu'on sait, est aussi une question de transport qui est synonyme de grande souffrance pour les animaux qui doivent faire 400-500 km pour être abattus dans ces grands abattoirs bretons. Voilà, pardon, c'est pas ça que je voulais. Hein, voilà. Et les abattoirs, il n'y a plus du tout d'architecture de l'abattoir. Au contraire, voilà, un abattoir dans la Manche, vous voyez, c'est un grand parking de camions et des caisses industrielles les plus furtives possibles, qui se fondent avec n'importe quelle caisse industrielle dans une zone industrielle. Il n'y a plus du tout... voilà, et dont la forme et le déroulement des bâtiments est calqué uniquement sur la chaîne d'abattage. Il n'y a plus, voilà, les cours où on se rassemble, on expose les animaux, connectés avec il n'y a plus du tout de stock. Les animaux arrivent en camion, ils sont abattus, ils repartent dans les camions réfrigérés. Donc voilà une image qui fait contrepoint avec celle que je vous ai montrée. Ah, moi je suis architecte, alors je m'intéresse aux lieux dans lesquels ça se passe. Et si vous tapez, qu'est-ce que j'ai tapé là comme sur Google, Rungis viande, voilà ce que vous avez. Donc vous voyez cette espèce de persistance, hein, de toujours de la même image, de ces carcasses industriellement rangées, militairement rangées, avec les bouchers en tablier blanc. Hein, depuis le Moyen-Âge, le boucher a un tablier blanc comme une sorte de transcendance symbolique de son rôle de bourreau, qui est par ailleurs... comme vous le disiez, une sorte de rôle un peu ambigu. Le boucher a une mauvaise réputation, donc voilà, il y a toute cette symbolique de la blancheur du tablier. Donc voilà, Google vous donne ça, et voilà, on trouve depuis le Moyen-Âge cette idée du bœuf écorché comme un sujet presque de représentation picturale. Moi, je suis assez convaincu que la représentation, sous toutes ses formes, dit beaucoup de notre rapport à la viande, et que c'est peut-être justement parce qu'elle est inutile qu'on veut la sacrifier, peut-être quelque part. Donc là, vous avez en bas à gauche le fameux bœuf de Rembrandt qui est au Louvre, qui est absolument extraordinaire, hein, les deux grands tableaux du XVIIe. Mais vous voyez que ça a été un thème qui a traversé toute l'histoire de la peinture. Chagall, Soutine, Francis Bacon, et jusqu'à des artistes contemporains. Vous voyez, j'aime beaucoup le dernier, là, qui est une sorte de costume éviscéré, comme ça, pendu par les pieds. Enfin, vous voyez, une chauve-souris. Voilà. Et au fond, même dans les vidéos et les images postées en ligne par L214, on retrouve voilà, cette idée du bœuf écorché, pendu, l'animal outragé. Y a voilà, même dans cette transformation dénonciatrice cette fois, et clandestine, puisqu'évidemment les abattoirs que je vous ai montrés tout à l'heure, ces horribles caisses qui sont peuplées de travailleurs précaires, qui font les pires travaux qui soient. Il y a une sorte de prolétarisation de l'animal qui est parallèle à celle de l'humain qui le tue, enfin, qui a été dénoncée, on va voir, dans pas mal de livres. Eh bien, il faut rentrer clandestinement dans ces lieux pour pouvoir dénoncer les animaux qui sont découpés encore vivants, etc. Une sorte de rançon de cette industrialisation à outrance et de cette viande qui doit être de moins en moins chère, etc. Et voilà, on a assisté depuis une dizaine d'années, vous le savez sans doute bien, enfin, à une série de livres
notamment ces deux-là, qui ont été faits par des journalistes qui se sont fait embaucher dans les abattoirs et qui racontent. Voilà, la photo est en même temps extraordinaire. Hein. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de fabriquer ces photos ou ces images qui sont très ambiguës, qui sont à la fois extrêmement bien composées, ce bœuf absolument colossal. Et en même temps, voilà, tout ça dénonce la machine à steak et fait un parallèle qui, là aussi, j'ai pas eu le temps de développer, mais récurrent, hein, entre la souffrance humaine et la souffrance de l'animal à qui on donne la mort et la souffrance de celui qui la donne. Et alors, on a été jusqu'à comparer des deux livres américains, là, faut-il cesser de manger de la viande, et puis un éternel Treblinka, donc aller très loin dans le parallèle ou l'analogie avec les camps, hein, ces lieux fermés d'extermination, etc. Et puis bien sûr, les travaux de cette sociologue Catherine Rémy, qui elle médite beaucoup sur cette désanimalisation de la bête qui advient lors de son morcellement, et qui elle aussi parle de la manière dont ceux qui aujourd'hui tuent les bêtes sont obligés de s'inventer des récits fictionnels pour pouvoir le faire. Elle explique très bien que certains opérateurs de chaîne, comme on les appelle, provoquent l'animal pour susciter une forme de danger qui légitimerait le fait qu'il lui donne la mort. Voyez, donc que ce rapport comme ça à un sauvage qui n'est plus vraiment sauvage, ou essayer de susciter chez l'animal une réaction sauvage qui permette à la sauvagerie humaine de s'exercer. Enfin voilà, c'est assez complexe, c'est très passionnant, et ça rejoint, je trouve, tout à fait ce que vous disiez sur, voilà, est-ce qu'il faut vraiment rationaliser, est-ce qu'on peut réduire la consommation de viande, est-ce qu'on peut, uniquement avec des arguments rationnels, moi je crois que non. Voilà. Et puis même dans les manifestations, vous voyez, toujours la représentation, bon ça c'est des photos comme on en trouve tant. Vous voyez à quel point même les manifestations radicales contre la fermeture des abattoirs, pour la fermeture des abattoirs, sont extraordinairement scénographiées, quoi. C'est-à-dire le rouge, les slogans, les chœurs. Enfin, il y a une dimension, symbolique, affective, théâtrale aussi dans tout ça que je trouve très, très passionnante. Et alors voilà la planche à laquelle vous faisiez référence. Et alors on assiste aujourd'hui, dans le cadre de la montée de l'argument climatique, écologique, en plus de l'argument philosophique, moral, etc., à des nouvelles représentations, alors qui, elles, voilà, je vous ai mis ces deux-là parce que je trouve qu'elles se contrastent assez bien. Vous voyez, là, le corps de l'animal n'est plus ce que vous disiez tout à l'heure, cette espèce de cartographie des bons morceaux, mais plutôt, la viande représente à peu près 40 à 42%, je crois, de ce qu'on utilise d'un animal. Tout le reste, les sous-produits, servent à faire un nombre de choses absolument incroyables. Des engrais, voilà, toutes sortes de choses qui, par ailleurs, peuvent être faites avec des fossiles. Donc, voilà, ça pose une question paradoxale. Est-ce qu'il faut continuer à exploiter des animaux? Parce que sinon, les engrais, on utilisera du gaz et que sais-je. Voilà, donc question, et on a une représentation qui suit. Voilà, des représentations comme celle-là, qui vous montrent par type d'animaux jusqu'aux végétaux, le nombre de kilomètres en voiture et donc d'émissions de carbone qui sont liées à chacune des viandes. On voit que le bœuf est à la limite pas celle qui émet le plus de gaz à effet de serre. Le mouton, c'est encore pire. Et les lentilles, c'est vraiment très bien. Ou encore la consommation d'eau. Donc vous voyez toutes ces représentations scientifiques, rationnelles, iconiques, qui sont censées abonder la dénonciation de la gabegie absolue qui est la production, la consommation de viande, et qui, en parallèle des dénonciations de la violence et du questionnement moral. Et puis des dessins plus systémiques qui montrent depuis le champ jusqu'à l'usine, voilà, les différents bilans. Voilà, on en trouve beaucoup, c'est assez intéressant, que je trouve comme basculement. Et puis, alors il y a des gens qui travaillent sur comment faire si on continue à consommer de la viande, sachant qu'il faut en consommer moins, pour toutes sortes de raisons, climatiques, morales, etc. Comment faire pour essayer de sortir de ce dilemme de l'animal invisible qui nous déresponsabilise, etc. Alors, je vous ai mis quelques images. Voilà, en haut, un diplôme d'architecte qui essaie de repenser la viande et l'abattage des animaux réduit
à une portion acceptable, pas des gros abattoirs, mais à l'intérieur d'un marché où ils pourraient coexister, on pourrait acheter de la viande qu'à la limite on verrait être abattue. Mais vous voyez la difficulté à représenter ça. La perspective en haut à droite est quand même un petit peu sommaire. Enfin, c'est un imaginaire très difficile à réinjecter dans la ville. Et il prend comme exemple le marché d'Anderlecht à Bruxelles, dans lequel il y a un petit abattoir qui fonctionne toujours, au milieu d'une halle où on vend des produits et où voilà, on essaie de réintégrer. Vous voyez, la boucle est bouclée par rapport à... ça pose toutes sortes de problèmes. Et puis l'autre image qui parle des abattoirs mobiles, bon, vous connaissez, voilà, comment au contraire... une solution, disons, anti-métropolitaine qui ferait que la viande ne serait abattue qu'en tout petite quantité, sur place, pour que les animaux ne soient pas stressés. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une anecdote intéressante, hein, une des raisons pour lesquelles les abattoirs de la Villette modernisés n'ont jamais fonctionné, c'est que les stabulations, c'est-à-dire les étables, dans un langage technocratique moderne, étaient conçus comme des parkings avec des grandes rampes. Il fallait que les animaux montent des rampes pour aller être stockés sur différents étages. Je suis sûr que les Chinois, avec ont des ascenseurs, mais les animaux refusaient de monter les rampes. Donc ils arrivaient là-haut totalement stressés, bourrés de toxines, et la viande était impropre à la consommation. Donc voilà, les animaux ne sont pas des machines, et cette idée est à la base de cette question de la décentralisation et de la minimisation radicale de l'abattage dans d'éventuels abattoirs mobiles. Et voilà, je voulais juste finir sur cette image que je trouve assez bien. Juste, si je peux enchaîner sur ce que vous avez dit, parce que évidemment, ça me passionne, c'est sur la question de l'abattoir mobile, qui ouvre, à mon avis, qui ouvre le plan des réponses proposées, qui sont généralement aujourd'hui des critiques d'un modèle de consommation carnée industrialisé. Vous voyez, et le type de réponse proposée, c'est l'idée selon laquelle on devrait revenir à un modèle beaucoup plus fermier, rural ou paysan, c'est en général comme ça qu'il est présenté, tel qu'il a dû exister, à savoir le moment où on abattait dans la cour de la ferme un cochon occasionnellement, et en donnant d'ailleurs souvent à cette mise à mort un caractère assez sacrificiel, d'ordre sacrificiel, qui avait évidemment pour effet, et évidemment avantage, de légitimer au fond la mise à mort. C'est dès lors que vous inscrivez le meurtre dans un plan, on va dire, sacrificiel, à ce moment-là, ce meurtre devient parfaitement justifiable. Et d'une certaine manière, l'abattoir mobile, c'est la réintroduction à nouveau frais, évidemment, de ce schéma paysan, dont d'ailleurs, alors je ne peux pas vous le lire là, mais il y a un texte assez étonnant de Jean Giono, dans lequel je vous en lis un morceau, parce que c'est extrêmement emblématique. Il décrit justement cette scène du bon abattage qui a lieu dans la cour de la ferme. Alors, en sachant quand même une chose, vous me direz si je me trompe ou pas, c'est que une des raisons aussi mises en avant dans la création des abattoirs a été de répondre au caractère parfois arbitraire, difficile et douloureux de la mort des animaux dans des contextes un peu de tuerie pas très organisés, où il y avait de la souffrance, etc. Bon, voilà, c'est pas, mais parfois on trouve ce type. Bon, voilà ce que dit Jean Giono. Il dit: le tueur s'installe dans la cour de la ferme. Donc c'est l'animal du sacrifice, décrit. Donc c'est un animal de consommation, hein, évidemment, est amené malgré ses cris. Chose étrange, il suffit au tueur de frotter ses couteaux l'un sur l'autre pour que le cochon se taise d'un coup. Bon, alors pourquoi? Alors là c'est l'idée. Et Giono ajoute, quand c'est un bon tueur. Le bon tueur dans la représentation qu'en a Jean Giono, c'est non pas le boucher, hein, et évidemment il va exécrer le boucher de profession, parce que le boucher de profession, c'est en réalité un commerçant, puisque dans la boucherie, il y a la partie étale, il fait le commerce de la viande. Mais le bon tueur, c'est un sacrificateur. C'est celui dont le métier est uniquement de tuer. Et dans la logique que déploie Giono, d'une certaine manière, il réactive inconsciemment
un des ressorts du sacrifice, par exemple chez les Romains, qui est que l'animal, au moment du porter le coup fatal, devait donner un signe de consentement. Alors, vous pouvez imaginer donc évidemment le signe de consentement, c'était d'abord un travail d'interprétation de la part de celui qui le tuait. Et une fois ce signe émis, à ce moment-là, le coup fatal était porté. D'une certaine manière, là, il nous présente un animal qui fait allégeance au tueur, parce que le tueur lui proposerait au fond une sorte d'offrande qui aurait un caractère sacré. Vous voyez ? Et à ce moment-là, il finit par décrire, et le texte finit comme ça: déjà la bête saigne dans le seau, comme un baril dont on a le plus simplement du monde ouvert le robinet. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'exact inverse pour l'élevage, pour l'abattage industriel. Les gens comme Maxime Ducamp ou Coffignon, qui visitent dans les années 1860 à 80 les abattoirs de la Villette, parlent des animaux comme allant à l'abattoir, pour le coup c'est l'expression, en disant qu'on dirait qu'ils sentent ce qui les attend. Et il y en a plusieurs qui racontent qu'en fait ils ne veulent pas franchir le pont qui passe du marché au carré d'abattage, comme s'il y avait chez l'animal un sentiment du condamné. Voilà. Donc c'est intéressant, parce que c'est vrai que l'idée que l'animal puisse produire quelque chose comme un signe et que ce signe soit interprété comme un signe de consentement, et évidemment, vous pouvez imaginer que ça nous renvoie à nouveau à la question du droit. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut, à partir de quel moment on peut s'autoriser à tuer l'animal. Et donc évidemment, le consentement est la manière la plus commode pour le pousser à alors voilà, j'ai mis l'accent sur ces questions d'abattoirs mobiles censés, entre guillemets, ressusciter ou réactiver un modèle à la fois, j'ai envie de dire, d'élevage et de mise à mort artisanale. C'est quand même un schéma qui a le vent en poupe, précisément, parce qu'il réussit à faire un sagageur, c'est d'arriver à concilier, au fond, la consommation de viande avec une critique du modèle industriel. Vous voyez, mais par exemple, on peut, ce qu'on peut quand même bien montrer, c'est que la question de l'animal mis à mort et destiné à la consommation humaine a pris un tour particulier avec l'industrie, mais elle se pose avant l'ère industrielle. Ce n'est pas une question... Oui, mais elle se pose différemment dans la mesure où on a oublié aussi que l'animal, comme les légumes, il y a une saisonnalité, c'est-à-dire qui correspond en général à des fêtes religieuses. Enfin, Pâques, c'est l'agneau, on ne tue pas le cochon n'importe quand dans les fermes, et que l'industrie a non seulement étendu l'empire physique, spatial, délocalisé la viande. Aujourd'hui, on mange la moitié de la viande qu'on mange, elle vient d'endroits où non seulement les animaux ne sont pas visibles, mais rien n'est visible, quoi. Et en même temps, la saisonnalité, enfin la saison, donc le temps et l'espace, qui ont été absolument abolis. Et je pense qu'il y a aussi, dans ces histoires d'abattoirs mobiles, l'idée qu'on va supralocaliser la chose, que l'éleveur va pouvoir être avec sa bête jusqu'au bout, et que la viande sera meilleure en plus, parce qu'elle sera moins stressée. Enfin, il y a tout un faisceau de raisons. Un service de soins palliatifs. Oui, un petit peu. Mais... De poursuivre du coup avec la deuxième partie de votre... Oui, alors je vais le... Pareil, parce que je pense que ça serait bien qu'on mette les choses dans les yeux. Après, j'avais une autre question qui m'a particulièrement intéressé. C'est la question, et Françoise, vous l'avez évoqué à un moment donné, la question du prix d'un animal. Du prix. Vous voyez, ce qui est assez hors du commun, c'est de parvenir à donner un prix à l'animal. Alors, il y a plusieurs étapes dans la constitution du prix. Il y a l'animal, vous savez, sur pied, dont on peut estimer le prix post-mortem, d'une certaine manière, à partir d'une évaluation de la quantité de viande qu'on va pouvoir en tirer. Et pour ça, alors je ne le ferai pas là, mais il y a un texte assez incroyable que vous connaissez peut-être, qui est un texte de Shakespeare dans Le Marchand de Venise,
qui est un texte dans lequel, je vous raconte le truc rapidement, il y a un usurier qui s'appelle Shylock, et il a un débiteur qui est en difficulté pour s'acquitter de sa dette, et à ce moment-là, l'usurier le menace en lui annonçant que s'il ne s'acquitte pas de sa dette, il lui prendra une livre de sa chair. Bon. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, qui est assez étonnant. Il lui prendra une livre de sa chair. Alors moi, ce passage m'a évidemment beaucoup interpellé, parce que là, j'ai essayé de montrer notamment que la question à laquelle renvoyait ici le texte de Shakespeare était celle de savoir si on pouvait, au fond, il dit bien chair, flèche en anglais, et pas viande, la question de savoir comment, en réalité, c'est une voie détournée. La question de la quantification du prix de la chair humaine, c'est une manière pour nous de mettre en perspective la façon dont on peut transformer, à partir du prix de la chair animale, en viande. C'est-à-dire qu'une fois que je vais le décrire comme ça, dès lors que vous parvenez à dire que la viande et l'animal sur pied, puis la viande, constituent une marchandise, d'une certaine manière, quand vous lui accordez un prix, c'est-à-dire le prix, c'est la mesure de la valeur d'échange, vous considérez que la viande, d'une certaine manière, constitue une marchandise un peu comme les autres. C'est une marchandise. Hein, et tout ce que vous nous avez montré, que ce soit Léal, Rungis, etc., c'est d'abord des marchés. Des marchés, c'est évidemment des lieux d'échange où on échange de la marchandise. Donc, d'une certaine manière, la quantification, l'acte qui consiste à conférer une valeur économique à l'animal, puis à la viande, et entre dans cette logique de légitimation du statut de marchandise, donc d'objet disponibles, consommables, etc., que représente la viande. Vous voyez ? Alors, c'est ce qu'on appelle un performatif, parce que c'est à la fois l'opération qui consiste à transformer l'autre en marchandise, qui après coup justifie de le consommer. C'est ça le paradoxe de la viande. Mais si vous voulez, le geste chez Shakespeare, le geste, pour nous, il est aberrant, parce que dès lors qu'il réclame 500 grammes, une livre de chair humaine, au fond, il est en train d'opérer à la manière du boucher. Il dit, je peux vous extraire. Évidemment, ça n'a pas de... Tout en précisant dans le texte la chose suivante, en disant, je te prends une livre de chair, mais je sais que ça vaut rien. Parce que la chair humaine ne peut pas faire l'objet d'un commerce comme les viandes animales dans une boucherie. C'est invendable, vous voyez ? C'est invendable, mais il met le doigt d'une certaine manière sur le moment où de la chair humaine pourrait se transformer en viande. Vous voyez ? Et ce processus qui m'intéresse, évidemment, c'est pas de dire qu'il y a une identité, mais il y a un processus qui, à un moment donné, permet d'obtenir ou d'opérer le basculement de la chair vers la viande. Et la question du marché et de l'économie est une question absolument centrale à ce moment-là dans ces processus, puisque vous voyez bien que tout ce qui est montré là, c'est des processus de légitimation. C'est un marché, on est au marché. Je veux dire, c'est pas un marché noir, c'est un marché qui a une certaine publicité, au fond. C'est d'autant plus vrai que dans la pièce de Shakespeare, il y a un parallèle avec l'usure, c'est-à-dire l'usure qui consiste à gagner de l'argent avec de l'argent. Et qui est, vous n'avez pas dit, mais Shylock est juif. Oui. Et les chrétiens n'avaient pas le droit à l'usure. Et, enfin bon, il y a tout c'est une pièce qui a des ramifications autour de cette histoire de livre de chair qui sont économiques, religieuses, enfin, et culturelles d'une manière absolument incroyable. Oui, parce que l'argument de Shakespeare, c'est de retourner contre les chrétiens l'accusation de crime, en disant, vous, au fond chrétien, vous passez votre temps à égorger des moutons, des bœufs, etc. Absolument, oui. C'est l'argument économique, quoi. Eh bien, nous voilà à Venise au XVIe siècle. Je ne sais pas où étaient les abattoirs, d'ailleurs, à Venise. Ça serait intéressant. Oui, on va peut-être arrêter peut-être c'est à vous de parler.
parler, enfin je te laisse. Effectivement, merci du coup beaucoup pour vos exposés. Et donc, je vous propose de passer aux questions, s'il y en a bien sûr. C'était pour revenir, vous avez insisté au début sur le fait que c'était très relatif au pouvoir en fait. Consommer de la viande, c'est attrait au pouvoir et spécifiquement masculin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je renonce à manger de la viande, quelque part, je renonce à mon pouvoir, si je simplifie. Et enfin, c'est la première question. Est-ce que on peut le dire comme ça? Et qu'en est-il du coup d'une femme qui consomme de la viande? Parce que vous avez insisté sur le côté masculin, mais donc une femme qui consomme de la viande aujourd'hui, qu'est-ce que... Alors, c'est vrai que j'ai fait référence à un texte de Jacques Derrida qui met en résonance, en parallèle, à la fois le pouvoir phallique, la consommation de viande, le masculin, le frère, etc., le politique, la puissance du souverain, le droit de tuer, etc. Bon, qui fait une longue chaîne, voilà, qui mériterait plus de temps pour être... Mais néanmoins, il n'exclut pas, le schéma de masculinisation de ce pouvoir tel qu'il puisse être transféré, par exemple, à la femme, quoi. D'une part, et il ajoute aussi une chose, qui fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est la possibilité, à travers le végétarisme, de donner un prolongement au pouvoir que confère la viande. C'est-à-dire, on peut être à la fois végétarien, et il donne cet exemple que vous connaissez peut-être, qui est que Hitler était végétarien. Voilà, parle du végétarisme de Hitler. C'est-à-dire qu'on peut pas... Exact, et tout en étant... Voilà, il veut éviter, je pense qu'il a raison. Juste une petite précision, pardon, Hitler n'était pas végétarien, juste quand même. Disons qu'en tout cas, il faut se garder de tomber dans une sorte d'écueil qui consisterait à opposer assez massivement le consommateur de viande viril, masculin, dominant, etc., et puis le végétarien qui représenterait la voie de la sagesse, de l'humilité. Je pense que ça fonctionne, à mon avis, ça fonctionne pas, quoi. Moi, j'avais été très fascinée par les travaux d'une élève de Françoise Héritier qui a travaillé sur la raison pour laquelle les femmes, en tout cas dans nos sociétés, il est convenu qu'elles soient plus petites que les hommes, ce qui n'est pas toujours le cas dans le règne animal. Et partant de ce constat, elle avait remonté un peu la chaîne historique de la constitution, comme ça, genrée, de la taille et du poids, à partir de ce paradoxe qui est que les femmes faisant les enfants, ce qui est quand même quelque chose d'assez éprouvant, à tout point de vue pour le corps, devraient en toute logique, comme chez beaucoup de mammifères, être plus costauds, plus grandes, plus fortes que les hommes, notamment le dos, les muscles, etc. Bon, toutes sortes de raisons évidentes. Et elle en était arrivée, alors je vous cite ça de mémoire, à une sorte d'histoire anthropologique de la construction du genre par la viande et par les protéines, en émettant l'idée, et c'est un truc assez fascinant, que les hommes ayant, depuis la nuit des temps, des difficultés à comprendre comment la femme pouvait non seulement engendrer des filles, donc du même, mais aussi des garçons, donc de l'autre, conscients que c'était quelque chose qui menaçait leur propre enfin voilà, qu'il y avait une question de pouvoir derrière tout ça, pour pouvoir ne pas se plier à d'éventuels caprices, voire grèves, je suis un peu anachronique là, avait voilà, consciemment, petit à petit minimisé les apports en protéines à l'égard des femmes pour pouvoir les maintenir dans une dépendance qui s'est construite au fil du temps et qui expliquerait cette dissymétrie, alors je crois que ça a un nom savant, de genre, entre les hommes qu'on considère socialement mais aussi physiquement comme devant être plus grands, plus forts et donc manger de la viande. Il suffit d'aller dans n'importe quelle famille au déjeuner du dimanche, hein, les garçons ont toujours plus de viande que les filles. Enfin, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment une question autour de la viande qui embrasse une multitude d'histoires et de domaines et dont on n'est vraiment pas sorti, quoi. Oui, c'était juste le point par rapport au poisson, parce qu'on parle que de viande, mais est-ce qu'on assimile le poisson comme la viande aussi dans ces... Voilà.
Ça n'a pas été précisé. C'est C'est pour ça. non, c'est intéressant. Il y a une, il y a il y a un type qui s'appelle un biologiste qui s'appelle Portman, je ne sais pas si vous voyez, qui a travaillé sur des questions liées au biomorphisme et qui, dans un livre qui n'est pas du tout sur ces questions-là, et c'est intéressant parce que L214 aussi, vous voyez, il y a beaucoup de campagnes autour de la question des élevages de poissons, etc. Et vous avez parlé de Franju, de Georges Franju dans le sang des bêtes. Franju, avant de faire le sang des bêtes ou après, il fait un court-métrage absolument incroyable sur la question du saumon, la disparition, qui est incroyable. Parce qu'il était effectivement, il devient, il y en a aussi sur les chiens, sur un chenil. Voilà, et c'est incroyable. Il y a vraiment des thématiques en plus très avant-gardistes quand même pour l'époque. Et ce qu'explique Portman, c'est, il dit au fond, ce qui explique en partie une certaine forme d'empathie par rapport à l'animal terrestre, le mammifère, est lié à une configuration du corps de l'animal terrestre, du mammifère, déjà le mode de reproduction, par exemple, et le fait que cet animal a une physionomie qui n'est pas si éloignée de la nôtre. C'est-à-dire qu'on peut y distinguer une tête, un cou, on peut faire le parallèle en tout cas avec nos propres corps. Ce qui rend l'identification et l'empathie beaucoup plus simple que pour le poisson qui vit dans un milieu aquatique évidemment éloigné, invisible, etc., et qui semble être tellement étranger qu'il ne bénéficie pas d'une certaine manière d'une certaine forme d'attention qu'on aurait davantage vis-à-vis du mammifère. C'est beaucoup plus compliqué d'évoquer la sensibilité des êtres aquatiques. En tout cas, on la représente, et vous avez raison de ce point de vue-là, on la représente surtout à travers le cri de cochons hurlants, etc., qui sont d'une certaine manière, par analogie, des cris potentiellement humains, quoi. On parle aussi de l'évolution des systèmes nerveux. Ouais. Que les mammifères ont des systèmes nerveux beaucoup plus élaborés, donc qui seraient plus sensibles à la souffrance qu'un poisson qui est une arête avec un bout de nerf dedans, quoi. Enfin, il y a ces justifications aussi objectives, enfin, dont on voit bien qu'elles ne remplissent pas le... Merci. Quand on mange du poisson, enfin la pêche et toutes les problématiques que ça entraîne, donc c'est les prises accessoires, donc les dauphins, les tortues qui sont pris dans les filets, les prises fantômes, donc des filets. Et donc il y a des chiffrages, pour 1 kilo de poisson, on tue entre 7 et 20 kilos d'autres animaux. Donc même si on considère que le poisson ne souffre pas, ce qui est aujourd'hui faux, et on a prouvé que le poisson souffre et par mort silencieuse, mais par asphyxie, c'est extrêmement long. Et l'agonie dure, mais il y a tous les à côté, et même parfois moi je me dis l'industrie de la pêche est pire que l'industrie de la viande, même si l'industrie de la viande est absolument ignoble. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on n'a pas en tête, et ils font des labels comme pour la viande, durable, mais qui sont finalement un camouflage de cette vaste ignominie. Donc c'est vrai qu'après on se représente assez facilement la subjectivité animale aujourd'hui. Vous voyez, depuis... En gros, quand par exemple un type comme Jeremy Bentham répond à la question de savoir si l'animal est intelligent, lui, là, d'une certaine manière, reprend la question en disant la question n'est pas de savoir s'ils sont intelligents, c'est de savoir s'ils souffrent, s'il y a de la souffrance. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se pose, là, on a déplacé quand même par rapport au XVIIIe, au XIXe siècle, on pensait l'animal à travers la question de savoir s'il possédait une raison. Mais de savoir s'il avait une sensibilité, ce n'était pas une question qui se posait. Aujourd'hui, d'une certaine manière, en se déplaçant sur le terrain de la sensibilité, on a pu mettre au moins au premier plan le problème de la souffrance animale et de la nécessité par là même au moins de la diminuer, quoi. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs du fait que ce manque de sensibilité pourrait être dû au fait que les poissons n'ont pas de visage, contrairement aux animaux, et donc ils nous ressemblent du coup beaucoup moins. Et, alors que les animaux ont développé d'ailleurs par l'évolution les miaulements de chatons, c'est la même fréquence que les bébés, enfin plein de manières d'attirer l'attention des humains puisqu'ils ont. Oui. Après, j'ai envie de dire, il y a à chaque époque, il y a une manière de s'accommoder de la mort animale. Voilà, c'est souvent qu'il y a une sorte, après coup, on se rendra compte que c'est un bricolage, que c'était quand même un bricolage conceptuel, intellectuel, mais effectivement,
on s'en accommode plus ou moins. De même que, par exemple, vous voyez, je peux vous donner un exemple qui est un peu presque hors sujet. Il y a des débats au sein des autorités religieuses pour savoir si on doit manger, pour savoir si on doit manger ou non du canard au moment du carême. À ce moment-là, puisqu'on ne doit pas manger de viande pendant cette période-là, est-ce que le canard est un animal aquatique ou un animal terrestre? Or, le canard, il est susceptible d'évoluer dans un milieu marin, c'est-à-dire sur un plan d'eau, et puis de se retrouver effectivement à évoluer comme un volatile, etc. Les débats vont être tranchés en disant à ce moment-là qu'on peut en manger puisqu'il passe plus de temps dans l'eau que hors de l'eau. Vous voyez, mais c'est évidemment, après coup, ça ressemble évidemment à un travail qui est un travail de justification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonsoir, merci. Je pratique le végétalisme et les gens, ils sont choqués quand je leur dis que j'ai choisi qui tuer. Parce que quand je mange, je tue. Que ce soit des carottes ou que ce soit c'est du vivant. Et en plus, les plantes, on ne connaît presque rien de leur, comment dire, de leur fonctionnement sensible. Hein? Comment ça peut être les arbres? C'est-à-dire, les spécialistes, ils savent mieux en mieux qu'un arbre, il a des capacités de connexion avec l'écosystème, mais extraordinaire. Mais bien évidemment, comment prouver, eux ils parlent de stress, mais comment prouver qu'ils souffrent? Mais il n'y a pas une plante qu'elle n'a jamais généré énormément de défenses pour ne pas se faire bouffer. Elle invente tous les produits chimiques possibles, imaginables. Les épines, les urticants, elle ne cesse pas d'inventer des stratégies pour ne pas se faire manger. Donc, elle est à sa façon hyper consciente, à sa façon, même si les termes consciente, il n'est sûrement pas les bons, de qu'est-ce que ça se passe. Donc, moi, j'ai décidé de dire que quand je mange, je tue, que quand je m'habille, je tue, que quand j'habite, je tue, et que j'ai choisi qui, comment et quand, hein, et de ne pas m'imaginer, parce que je suis végétalienne, quelqu'un qui il vit au sol. Vous voyez? L'humain, je suis une humaine, donc je suis une prédatrice, et malheureusement, la photosynthèse, mes cellules, elles refusent pour l'instant. Donc, je suis obligée à tuer pour résister. Et là, l'effet de prendre conscience de ça et de faire les choix de qui, comment, etc., je pense que ça peut nous faire avancer un peu dans, comment pouvoir dire, pas seulement dans une prise de conscience, mais vraiment terrestre. Hein, où on ne s'illusionne pas que quand on est végétalien, eh bien, on est moins pire que quand... Non. Mais comment vous considérez alors la différence? Par exemple, une carotte, certes, on l'arrache du sol et voilà, littéralement, on la prive de sa vie, de son substrat, enfin voilà. Mais par exemple, les récoltes, les pommes, les tomates, je sais pas, les pois chiches, les choses qui ne tuent pas la plante, mais qui sont une pure récolte. Oui, mais il y a une différence quand même. Oui, c'est l'équivalent de manger du fromage, l'équivalent c'est-à-dire là, on ne tue pas, mais on exploite. Donc, le fromage, ça suppose de produire du lait. Pour produire du lait, il faut en gros
On l'exploite, c'est-à dire... Quand tu es le chevreau, vous voyez, Ben oui, c'est ça. Elle est fondamentalement liée à la mort animale. Ah ben bien sûr, mais Le problème des chevreaux, par exemple, c'est un problème d'immensité incroyable. ben bien sûr, bien sûr. Par contre, quand on mange des pommes, effectivement, les pommiers, théoriquement, ils restent vivants. Hein. Mais on l'exploite. Après, moi, j'ai quand même envie de vous dire, alors, je vois l'argument que vous développez, hein, qui a une certaine justesse. Il est périlleux, à mon avis, intellectuellement, parce qu'il a pour effet de relativiser la mort animale, en réalité. Une fois que vous généralisez le principe de la vie, qui n'est pas en tant que tel problématique, c'est le principe de la souffrance qui est... ben à ce moment-là, vous retrouvez avec en ce moment des thèses qui fleurissent sur effectivement vous voyez, leur côté très anthropomorphique sur la conscience de la plante, l'arbre qui communique, etc. En sachant que c'est développé par des chercheurs qui parfois proposent des travaux extrêmement pertinents. Hein. Mais le risque, c'est quand même de se retrouver dans une situation où, au fond, on mettrait l'homme face à un régime où tout acte alimentaire est un acte criminel. Et une fois que vous avez dit ça, vous dites, au fond, il n'y a pas beaucoup de différence entre manger un animal et manger une plante. Et à ce moment-là, vous réactivez, vous donnez, au fond, je ne dis pas que c'est ce que vous voulez faire, hein, pas du tout. Mais non, parce mais que vous donnez un blanc-seing où vous cautionnez à nouveau, vous relégitimez indirectement la consommation carnée. Non, c'est parce que je suis végétalienne, c'est parce que, comment dire, les plantes, c'est les vivants que je préfère. Non, je pense pas. Donc c'est paradoxal le fait que je suis végétalienne, parce que les plantes, c'est les vivants que je préfère. Et donc, mais j'ai choisi de les tuer eux, parce que je sais que c'est énormément moins catastrophique pour la planète, pour la souffrance animale, etc., etc. Vous voyez, je me dis pas du tout, c'est la même chose, surtout pas. Moi, je préfère l'intelligence des plantes parce que c'est une intelligence distribuée. Je trouve que l'organisation d'une plante par rapport à un animal, pour qu'est-ce que j'en comprends, etc., elle est waouh! Être hétérotrophe, générer son corps à partir de la lumière, de l'eau, des sels minéraux. Non, mais je trouve ça absolument fantastique. Donc, j'adore les animaux, mais j'ai... waouh! Pour les plantes, je leur dis merci de votre génie. Donc... Et du coup, une dernière question. Voilà. C'est pas une question, c'est juste pour clore le débat. Donc oui, effectivement, quand on est végétalien ou vegan, en fait, l'idée c'est de réduire la souffrance. Et le fait de consommer des plantes et non pas des animaux fait qu'on consomme moins de plantes. Donc justement, parfois on nous dit et le gris de la carotte. Et du coup, l'argument à dire, c'est effectivement ça, de dire qu'en consommant uniquement des plantes, on consomme beaucoup moins de plantes, justement, que si on consommait des animaux qui eux-mêmes consomment des plantes, puisque les animaux ne sucent pas des cailloux. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de clore? Oui. En fait, j'ai appris ce soir que les bouchers avaient été mal vus dans la société, et ça fait un peu penser peut-être aussi aux croque-morts qui sont toujours un peu caricaturés. Je sais pas, j'ai une image de Lucky Luke où c'est un homme tout vert un peu bizarre. Et en fait, est-ce que les gens qui s'occupent de la mort, on les catégorise pas comme des gens bizarres juste parce qu'en fait c'est notre rapport à la mort, et on le voit qu'il y a complètement été évacué des villes. On l'a vu pendant le Covid où on refusait, en fait on s'est tous barricadés parce qu'on refusait d'accepter qu'on était toujours mortel, etc. Et toutes les images que vous avez montrées, alors peut-être que j'ai plombé l'ambiance, mais en fait les images que vous avez montrées avec les lanceurs d'alerte dans les maltraitances d'animaux, ça a fait écho en fait aussi avec les maltraitances de personnes âgées, qu'en fait la mort en fait qu'on choisit de ne pas voir dans la ville,
Et en fait, les maltraitances de personnes âgées dans les EHPAD, et justement avec cette industrie du vivant, est-ce qu'en fait, c'est pas juste notre rapport à la mort plutôt que notre rapport à la viande qui est plus du tout présent? Avant, les morgues étaient ouvertes, alors que maintenant, elles sont fermées. Je voulais mettre cette image à l'écran qui faisait partie des stocks, qui est Honoré Daumier caricaturant les bouchers comme des personnages absolument patibulaires. Oui, après, c'est vrai que je ne sais pas si je vais vous répondre, mais le fait, la relégation de la mort, c'est évidemment celle de la mort animale qui passe vous avez très bien monté, en gros des boucheries, puis aux abattoirs à la limite de la ville, puis en dehors vraiment de la ville. Oui, on peut faire le parallèle. De même que vous avez mentionné des ouvrages qui faisaient le parallèle entre ce qu'on appelle les camps de la mort, justement, et un de ces ouvrages, c'est celui que je vous conseille, qui est malheureusement épuisé, c'est La mécanisation au pouvoir de Gideon, qui est extraordinaire, qui est écrit en 47, je crois, 46, donc vraiment au lendemain de la guerre, et qui va procéder à une analyse extraordinaire des abattoirs de Chicago, en montrant un certain nombre de choses, voilà, que vous avez parfaitement dit également, quoi. Et d'ailleurs, pour le coup, la mécanisation au pouvoir, il est en cours il y a les presses du réel qui l'ont racheté, qui vont sortir. Eh bien, merci à tous pour votre attention. Merci à l'Académie du Climat. Merci à nos intervenants. Et puis, on se retrouve à la buvette.